Bonjour à tous. 3 jours de débat, d'animation au SITL pour appréhender, décrypter les enjeux de ces secteurs de la logistique et du transport à moyen et à long terme. Mais là, ensemble, on va regarder beaucoup plus loin. Neutralité carbone en 2050, oui, mais comment? Eh bien, vous le savez peut-être, en 30 ans, la consommation d'un poids lourd longue distance a été réduite de 30%. La transition est en route. Quelles sont les solutions les plus pertinentes pour accélérer cette décarbonation de la filière? Eh bien, il y a le choix des technologies qui fait débat, le choix des décideurs, des entrepreneurs. En tout cas, les impératifs combinés à la RSE impliquent une approche transversale. Les solutions durables ne sont plus une option, mais la clé du futur du transport. Pour en parler, qui de mieux que Madame Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique, ex-secrétaire d'État au transport et commerce extérieur, SPDG de la RATP. Madame Idrac, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Également sur scène, Madame Christine Goubet-Millot, présidente de l'Union française de l'électricité. Bienvenue, Madame. Et également Mélanie Torgman, Global Fulfillment Director chez L'Oréal, un groupe de près de 40 marques que vous connaissez tous. On va parler effectivement des relations des donneurs d'ordre avec les transporteurs. Et puis, merci Monsieur Mathieu Museau d'être avec nous également, Managing Director Transport and Logistics chez Louis Dreyfus Armateur, un groupe qui va nous permettre de parler de maritime, mais pas seulement, d'aérien et d'aéronautique aussi. Pour avoir une vision d'ensemble et des enjeux, je me tourne vers Madame Anne-Marie Idrac, ce secteur transport et logistique qui représente tout de même 10% des émissions de CO2. Il faut s'y attaquer, mais comment? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un sujet multiforme et d'ailleurs, voilà, cette tribune représente bien ce dont il s'agit. Donc, nous avons d'abord un travail, nous, logisticiens et transporteurs, à faire de plus en plus profondément avec les chargeurs, les clients, sur, par exemple, la réduction du rythme des tournées, donc la question de la gestion des stocks, sur les emballages, sur les retours à vide, sur la mise en commun des données pour mutualiser les livraisons, etc., etc. Donc on parle vraiment dans une économie française très largement dominée par la consommation et la distribution, on parle de remonter de plus en plus loin dans les supply chains, comme on le dit quelquefois. Après ça, on parle de territoire. C'est-à-dire, on parle de mettre les entrepôts, les lieux de livraison, etc., au bon endroit pour réduire les distances et réduire donc les consommations d'énergie, d'autant plus qu'on parle d'énergie essentiellement diesel et qui resteront essentiellement camions, même si les espoirs les plus fous du fret ferroviaire et du fret fluvial pouvaient aboutir à leur fin, et ce serait maximum autour de 20%, et c'est pas seulement en France, c'est dans toute l'Europe. Et puis, partie émergée de l'iceberg, la question des motorisations et des carburants, avec des moments très intéressants, puisqu'il y a des injonctions européennes qui portent essentiellement sur l'électrification et qui pèsent essentiellement sur les constructeurs, donc avec des enjeux industriels de production très forts. Il y a des injonctions qui pèsent sur les fournisseurs d'énergie, surtout si on va vers un mix énergétique qui petit à petit s'accélère vers l'électrique. Mais avec quelle borne? Qui va les payer? Avec quel modèle économique derrière? Et en ce qui concerne le transport, c'est à la fois les bornes, comme on dit, en itinérance, pour lesquelles il y a un règlement européen, et les bornes dans les entrepôts, dans l'équivalent des copropriétés pour les voitures. Voilà. Et donc, des aspects territoriaux, des aspects industriels, des aspects de travail collectif sur toutes ces dimensions, et sans doute des rythmes un petit peu moins
comment dire, des pentes un petit peu moins rudes que celles qui sont envisagées et pour lesquelles en fait on n'a pas encore tout à fait les modèles économiques, les modèles industriels, les modèles d'alimentation en énergie, même si tout le monde veut aller le plus vite possible. Et comme le rappelait tout à l'heure le directeur général des transports qui avait accepté mon invitation et qui a dialogué avec nous tous dans la conférence d'introduction, on est à peu près là où on était la voiture il y a 10 ans. Hein, donc on veut y aller, on va profiter de l'expérience de la voiture pour aller encore un peu plus vite, mais honnêtement il y a du boulot. C'est la force de Madame Idrac. Déjà, on a l'impression d'avoir survolé tous les grands enjeux. Mais Madame Christine Goubet-Miot, je vous passe la parole parce qu'on a beau appuyer tous sur des interrupteurs dès le matin, on ne se rend pas compte toute la flopée, le florilège des intervenants qu'il y a sur la chaîne de valeur de l'électricité. Et comme l'énergie est clé dans nos débats, j'aimerais bien que vous nous fassiez une petite présentation, si vous voulez bien. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, l'Union française de l'électricité représente la chaîne de valeur du système électrique. Alors effectivement, derrière la prise, on l'oublie, il y a un système électrique, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs d'électricité décarbonés, puisqu'on a la chance dans notre pays d'avoir un mix décarboné à 95% grâce au nucléaire, à l'hydraulique et aux énergies renouvelables qui vont prendre une part plus importante. La production, mais aussi la distribution et le transport de cette électricité vers les sites logistiques, mais aussi vers les entreprises, les foyers, les ménages, et puis les fournisseurs d'énergie qui sont les interlocuteurs des clients, qui sont de plus en plus aussi des économies d'énergie, des aides au pilotage et peut-être même à l'effacement à certains moments. Quand l'électricité est plus chère, eh bien, ces fournisseurs ont le devoir de conseil aussi pour éviter de consommer quand l'électricité est chère ou quand le système est en tension. Voilà, cette représentativité, c'est un travail collectif que nous faisons avec des acteurs dont on voit ici qu'il y a des grands groupes comme EDF, que tout le monde connaît bien, électriciens bien sûr, mais aussi Engie, Total Energy. Donc on a aussi des gaziers, des pétroliers qui viennent à l'électricité, et puis Enedis, RTE, pour citer les plus gros, et les entreprises locales de distribution. Eh bien, on se portera sur votre site internet. Je me permets d'avancer un petit peu sur le sujet, Madame la Présidente, parce que vous parlez d'un travail collectif, et c'est tout à fait intéressant, parce que vous dites que maintenant, on se met à travailler avec les fabricants de camions. Ce n'était pas nécessairement le cas. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de nous expliquer cette coopération ? Voilà, vous faites cause commune avec les constructeurs de camions pour un bilan carbone moindre ? Voilà, la transition énergétique, en fait, vous l'avez évoqué, c'est la transversalité. Et la transversalité, c'est la coopération. Alors déjà, entre nous, vous voyez bien que la coopération, elle est absolument clé. Mais aujourd'hui, pour réaliser la décarbonation, qui est notre objectif, alors que ce soit dans le bâtiment, dans les transports, dans la logistique, nous avons aujourd'hui une coopération avec les constructeurs automobiles, par exemple, qui n'étaient pas forcément, il y a 5 ans, 10 ans, des fédérations ou des acteurs avec qui nous travaillons. Mais l'électrification, qui va être un levier de la décarbonation dans le transport, nous oblige en effet, et c'est une chance, de travailler avec les constructeurs de camions, les constructeurs de véhicules, pour voir en effet comment ces nouveaux usages de l'électricité viennent s'intégrer dans un système électrique qui doit assurer le raccordement, d'une part pour la fourniture, et puis ensuite toute la partie aussi optimisation prix, qui est aussi importante au-delà du raccordement. Mais c'est vraiment intéressant. Je vais faire circuler la parole, je rassure les invités qui s'impatientent. Mais ce sujet que vous avez évoqué, Madame la Présidente, sur le raccordement, vous dites qu'il y a un besoin de planification pour avoir un schéma un peu plus cohérent. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de développer également là-dessus ? Parce que comme ça, on aura tout de suite les pièces importantes, je trouve, du sujet. Voilà, alors effectivement, pour que les camions électriques puissent rouler, il faut qu'ils puissent se charger. Donc des bornes de recharge, il y en aura des privées dans les sites logistiques, mais il y en a aussi qui doivent être sur les voies publiques et sur les autoroutes. C'est pour ça qu'on a des textes européens qui sont en train de prévoir des obligations de déploiement de bornes de recharge. Et donc ces bornes de recharge, nous devons, alors avec Enedis par exemple, les raccorder
Mais les raccorder sur les réseaux publics, n'importe où, non. Si on veut optimiser et les positionner là où il y aura le plus de trafic, ça nécessite un peu de planification, un peu de projection. Donc la localisation est très importante. C'est pour ça qu'avoir pour nous une visibilité sur les projets de développement industriel des plateformes logistiques, là où vont être les besoins, va nous permettre d'anticiper ces raccordements sur des zones et ainsi aussi faciliter ce raccordement, voire même optimiser les coûts. Ensuite, on en reparlera sur la question des coûts, mais là aussi, si on anticipe, si on planifie, on peut optimiser. Tout à fait, merci madame. On reviendra peut-être à France Logistique qui avait fait un travail fabuleux sur la planification justement des entrepôts logistiques, un terme important. Mathieu Museau, je le disais, vous êtes Managing Director Transport and Logistics chez Louis Dreyfus Armateur, un groupe que tout le monde ne connaît pas nécessairement, aussi bien dans les câbles sous-marins, télécommunications, les énergies renouvelables, la logistique et transport. Et bien sûr, vous allez nous présenter votre société. Mais quand même, cette contradiction ou peut-être cette idée reçue, quand on parle aux gens, c'est pas totalement évident pour eux que les navires sont le moyen de transport le moins polluant. C'est évidemment ce que vous m'avez dit. Comment expliquer cette perception et quelle est la réalité ? Alors merci à tous d'être venus, merci à vous de m'accueillir. Effectivement, c'est une perception assez générale, parce que on en parle beaucoup dans les médias. C'est la faute des médias, vous êtes dur. Non, je ne vais pas les défendre à moi toute seule, c'est trop dur. On en parle beaucoup. Oui, la solution maritime, c'est à peu près 2,5% des émissions de carbone mondiales, mais c'est 95% des transports mondiaux aussi. Donc, bien évidemment, c'est un gros pollueur, faut dire les mots. Néanmoins, c'est aussi nécessaire, c'est beaucoup moins polluant que tous les autres systèmes de transport. Et on doit donc travailler pour améliorer cette décarbonation avec les objectifs qu'on a au niveau international et européen pour 2050 d'être à zéro émission. C'est sur quoi on travaille. On y travaille, alors, comme vous l'avez dit, il faut trouver les nouvelles énergies. Mais en premier, je dirais qu'il faut qu'on réduise les consommations. C'est la première action. Pour moins polluer, il faut moins consommer. C'est un gros travail. Il y a des actions qui peuvent être prises très rapidement par l'ensemble des armateurs. Néanmoins, il n'y a pas aujourd'hui un consensus international. C'est la réduction de la vitesse. Vous l'avez soulevé. L'immédiateté des livraisons. Aujourd'hui, réduire de 25% la vitesse des navires, c'est 60% d'émissions en moins. Assez simple, hein. Pas besoin de parler de e-fuel ou d'autres choses, c'est juste une action assez rapide. La deuxième action qu'on travaille, et vous pouvez le voir un peu sur ce navire-là qui est en train d'être construit pour Airbus, c'est le design du navire, mais également l'aide à la propulsion vélique, qui aujourd'hui est une énergie totalement green, sur laquelle on commence à se redévelopper. Beaucoup d'acteurs français, d'ailleurs, sont très présents là-dessus, et on peut s'en féliciter. Aujourd'hui, c'est globalement sur la flotte mondiale, ça serait entre 5 et 15% de réduction d'émissions. Et enfin, les fuels alternatifs, les fuels de synthèse, le e-méthanol, l'ammoniac, l'hydrogène, sont des points sur lesquels on avance avec ce navire-là qui sera propulsé au e-méthanol, mais également des nouveaux navires sur lesquels on travaille qui seront propulsés à l'hydrogène liquide. Donc voilà, c'est vraiment des gros ensembles. On a moyen d'agir facilement, technologiquement. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de technologies. Chacun fera son tri et je pense qu'il n'y en a pas un seul à enlever parce que tout apporte quelque chose. Voilà. Et un petit mot quand même, parce que vous venez de sortir un communiqué de presse sur l'hydrogène. On a déjà ce fabuleux navire qui permettra d'acheminer donc des pièces d'Airbus. Et c'est à quel horizon, Parce que voilà, notre intitulé, c'est 2030. Vous aussi, vous voyez loin. Et deuxième question sur cette dernière actualité du jour sur ce navire à hydrogène, s'il vous plaît. Alors, ce navire-là sera livré en 2026, début 2026. Il y aura 3 navires qui permettront de réduire d'environ 55% les émissions actuelles par rapport à la consommation actuelle. Entre 55% juste avec l'aide du vent et du design, jusqu'à 100% si on utilise, ou 95% si on utilise du e-méthanol. Les études qu'on fait sur des navires de support au champ éolien propulsés à l'hydrogène liquide, c'est sur quoi on a diffusé aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on y travaille, ont pour but d'avoir des zéro émission. Donc ce sont des navires qui ne feront pas des longues distances, ils pourront rester 2 semaines en mer, mais ce sont des champs qui sont proches,
qui peuvent accueillir 90 personnes pour travailler, et donc qui aujourd'hui seront totalement décarbonés. Merci beaucoup. Et bien, moi, je trouve ce secteur transport et la logistique, avec tous les efforts qu'il fait, il est beau. On va parler beauté. C'est pour ça, bien sûr, que Madame Mélanie Torgevane de L'Oréal est là, responsable Global Fulfillment Director de ce groupe. 30 milliards de chiffre d'affaires, hein, tout de même. Vous les utilisez, les moyens de transport, vous utilisez toutes les possibilités. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez parce que vous avez mis en place, par exemple, un nouvel outil de mesure. Pour arriver à toucher les objectifs, il faut déjà des bons outils de mesure. Vous voulez bien nous en parler, s'il vous plaît ? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fabienne. Alors, je reviendrai sur cette dernière question, mais tout d'abord, je souhaiterais partager avec vous, quelle est notre ambition à L'Oréal. À L'Oréal, nous partageons tous une ambition commune, une valeur qui est créer la beauté qui fait avancer le monde. À ce titre, L'Oréal est engagé depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, dans divers domaines que nous allons voir juste maintenant sur le prochain chart, qui sont, juste celui d'après s'il vous plaît en régie, merci beaucoup, qui sont les domaines en lien avec l'éthique, tous les enjeux sociaux, d'inclusion, de diversité qui nous tiennent absolument à cœur et qui sont des sujets fondamentaux pour les entreprises et pour L'Oréal, et bien évidemment le sujet environnemental qui est le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous quels sont les grands piliers de notre stratégie de réduction de notre empreinte carbone liée au transport de nos produits. Le premier levier, c'est la réduction de l'aérien. Et comme vous le disiez très justement, Mathieu, juste avant, la première action que nous souhaitons faire chez L'Oréal, c'est de réduire l'usage. Donc réduire soit les kilomètres, j'y reviendrai juste après, soit réduire l'usage des modes de transport qui sont aujourd'hui, alors ils évolueront certainement dans le futur, mais en tout cas qui sont aujourd'hui les plus impactants d'un point de vue environnemental. Donc l'aérien, ça a été vraiment notre priorité numéro 1. Ce sont des décisions que nous pouvons prendre en interne. Nous n'avons pas besoin de partenariat. Je reviendrai sur ce sujet parce qu'il est fondamental sur les autres axes. Mais là, c'est vraiment une décision d'un point de vue de nos opérations, notre supply chain et business. Et c'est une priorité que nous avons adressée depuis maintenant 4 ans. Et depuis 4 années consécutives, nous avons diminué l'usage de l'aérien. Et l'année dernière, nous avons réduit encore de 40% l'usage de l'aérien, ce qui est vraiment exceptionnel, avec un engagement très très fort de l'ensemble de nos équipes opérations et supply chain au niveau mondial. Et de ce fait, aujourd'hui, le transport aérien ne pèse plus que 20% dans nos émissions de CO2 en lien avec le transport, alors qu'elle pesait il y a 4 ans plus de 50%. Donc ça a été vraiment un résultat. On ne va pas s'arrêter là, hein, bien sûr, mais on est, je dirais, dans la bonne dynamique. Après, les autres modes de transport. Alors, je suis assez d'accord avec vous, Mathieu. En tout cas, ça dépend certainement du business et de chacune des entreprises, mais au niveau de L'Oréal, le transport maritime, alors nous l'utilisons et nous sommes d'ailleurs très intéressés sur les sujets, enfin notamment le sujet que vous venez de présenter, à savoir le transport de containers avec donc l'énergie avec des voiles, mais pas que. Alors aujourd'hui, en effet, le transport maritime pèse très peu dans notre empreinte carbone, puisque au kilomètre et au poids transporté, c'est très peu impactant. Donc ce qui m'amène à notre deuxième priorité, qui est en fait le transport routier. Bien évidemment, en attaquant, en faisant du 80-20, un Pareto, et en attaquant les longues distances en priorité. Et là, on a besoin de travailler avec nos partenaires, puisque pour décarboner le transport routier, bien évidemment, on peut optimiser notre réseau de distribution. On le voyait d'ailleurs dans la conférence précédente pour ceux qui ont eu la chance d'y participer ou de l'écouter. Bien évidemment, la première chose à faire, c'est de combien d'entrepôts j'ai besoin, où je dois les positionner. Donc tout ce qui a trait au network design, ou en tout cas au design de notre réseau de distribution. Et ensuite, notre troisième pilier, en lien justement avec la réduction de l'empreinte carbone du transport routier, ce sont nos partenaires.
on ne peut pas travailler seul. Et donc, moi, je suis vraiment ravie et je remercie le SITL de m'avoir invitée aujourd'hui parce que je suis ravie de partager cette scène avec les personnes ici présentes, puisque je pense que ça démontre complètement justement l'enjeu et la diversité de partenaires, et on a tous un rôle à jouer là-dedans. Et donc, on travaille bien évidemment avec nos partenaires transporteurs, transitaires, dont beaucoup sont présents ici aujourd'hui. Donc, je ne vais pas les citer pour ne vexer personne et surtout ne pas citer tout le monde. Mais on travaille bien évidemment avec eux. On travaille également avec les énergéticiens. On a besoin de remonter toute la chaîne. Parce que les énergéticiens ont besoin de comprendre quels sont les flux, où il va falloir investir dans des stations de rechargement, quelles infrastructures. Et on a notamment, à titre juste d'exemple, une étude que nous avons lancée en partenariat au Brésil. D'ailleurs, il y avait une personne du Brésil juste avant, avec Engie. Et nous avons installé au Brésil notre première station de rechargement, donc proche de notre usine et de notre centre de distribution, de rechargement en biométhane. Voilà, juste pour donner un exemple. Merci beaucoup. Madame Idrac, on reparle un petit peu des routiers et peut-être voulez-vous réagir, ça a été très dense ce qu'on a entendu. Mais sinon, ma question, ce serait plutôt sur les transporteurs. Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu des camions électriques? Pas facile non plus, hein. On peut parler des prix des camions électriques. Qu'est-ce que ça vous suggère? Oui, alors ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est qu'on voit bien la multiplicité des approches. Bon. Par exemple, pour ce qui est vraiment la base, selon moi, c'est-à-dire le travail des dirigeants de la supply chain, comme vous l'êtes, madame, c'est, vous avez dit, où est-ce qu'on va mettre nos centres de distribution, où est-ce qu'on va mettre nos entrepôts, est-ce qu'on pourrait jouer sur les emballages, quel rôle pourra jouer la reverse logistique et le recyclage, qui est un élément évidemment très très important de l'impact carbone d'industries nombreuses, mais parmi lesquelles celles que vous représentez, etc., etc. Bon. Et donc on voit bien de plus en plus que c'est l'ensemble de l'économie, de l'industrie, des grandes chaînes qui va jouer un rôle d'impulsion extraordinaire. Alors, quels sont les grands acteurs utilisateurs de logistique en France? Je ne parle pas de l'international. C'est l'agroalimentaire, c'est la construction qui va avoir de plus en plus d'activités dans la rénovation, donc de plus en plus besoin finalement de logistique, assez difficile à organiser parce que c'est des tas de petits chantiers, etc., etc. Et puis les biens de consommation, parmi lesquels évidemment tout ce qui est parmi les fleurons français dans L'Oréal sur les biens de consommation, d'hygiène, de luxe et de soins de la personne, etc., etc. Bon. Donc il faut vraiment remonter de plus en plus loin dans les chaînes pour pouvoir travailler. Alors ensuite, si on parle des transports terrestres, et j'ai été vraiment très intéressé parce que vous disiez l'un et l'autre, et sur l'aérien, moi c'est quand même encore beaucoup, 20% d'aérien, mais donc j'imagine que vous êtes dans une dynamique, et puis ce que vous avez dit là sur transport maritime, bon, c'est passionnant également, mais je viens au transport terrestre. Sur les transports terrestres, alors est-ce que les acteurs sont prêts à y aller? Si on parle des transporteurs, oui. Mais les transporteurs, encore une fois, ils ne sont pas tout seuls. D'abord, il faut qu'on fabrique des camions. Là, dans le document qui a été apporté sur le camion électrique Démêlons le vrai du faux, il est indiqué que l'année dernière, 950 camions électriques ont été livrés en France. Savez-vous combien il y a d'immatriculations? Beaucoup plus. 40 000. 950, 40 000. Donc, on a de la marge. Bon. En ce qui concerne les installations de bornes, donc on a à peu près des chiffres sur les 100 000 bornes pour les voitures, donc ça a mis le temps, hein, bon. Mais sur les camions, on n'a même pas encore de chiffres, pour la bonne raison que ça commence avec tous les acteurs que vous avez cités, madame, intervenant à l'Union française de l'électricité. Bon. Donc, ça va venir, ça va coûter 2-3 fois plus cher. Donc, il faudra bien que quelqu'un paye, hein. Voilà. Et donc, il va falloir partager ces coûts, puisqu'un camion électrique, c'est 3 fois plus cher qu'un camion pas électrique. Donc, il va bien falloir que quelqu'un paye.
Donc ça va être évidemment au bout du bout les clients. Bon. Mais avec quel mécanisme, comment, quel rythme, quelle productivité associée aussi, parce qu'évidemment tout le monde doit faire sa part. Oui. Donc la trajectoire, elle est là. La pente est peut-être un peu rude, comme je le disais déjà avant. Et surtout, on ne peut pas avoir une approche univoque. Il n'y a quand même pas non plus que l'électrique dans la vie. Hein, Hydrogène. peut-être un jour, oui, pour certains types très particuliers, certains créneaux très particuliers, la biomasse, enfin les biocarburants, le gaz comme énergie de transition, enfin bon, tout ça est work in progress. Hein, Il faut peut-être toutes les options, pas seulement une, quoi. Hein. Il faut, voilà, arc-en-ciel. Et donc, dans la stratégie nationale bas carbone, effectivement, on est sur arc-en-ciel en ce qui concerne les énergies, donc il y a un peu la partie émergée de l'iceberg, et arc-en-ciel aussi en ce qui concerne les leviers qui vont des chargeurs aux énergéticiens et aux clients finalement que nous sommes. Ce que vous avez dit par exemple sur la vitesse, c'est extrêmement intéressant. Hein, c'est incroyable, je ne pensais pas que c'était des chiffres pareils, d'ailleurs je les note pour pouvoir les réutiliser. Bon, on n'est peut-être pas obligé d'avoir sa crème de beauté demain matin. Peut-être qu'on peut utiliser le pot encore un jour ou deux, je ne sais pas. Hein, moi, après le salon, je vais être fatiguée, il m'en faut quand même beaucoup. Hein, quand voilà, même. Vite. bon, voilà. Mais donc, on ne peut pas réduire ça à le camion électrique. Voilà, il faut les fabriquer, il faut les relier, il faut les payer. Et il faut savoir ce qu'on met dedans de la manière la plus rationnelle possible. C'est vrai. Eh bien, Madame Goubet-Millot, elle y travaille. Est-ce qu'on peut parler, Madame la Présidente, de ces camions, encore une fois, qui coûtent plus cher que les camions thermiques? Je crois que vous avez fait des travaux à l'UFE, avec Renault Trucks notamment, des aides pour les transporteurs. Il va y en avoir? On peut espérer, parce que voilà, le prix, ils ne peuvent pas avoir tout sur les épaules. Alors, tout d'abord, quand même, il faudrait dire que le camion électrique a des grosses vertus sur le plan de la décarbonation parce que c'est moins de CO2, c'est pas de CO2, c'est pas de NOx et c'est pas de bruit. Donc, il faut quand même pas perdre de vue l'objectif. C'est en termes de qualité de vie, de santé publique, il faut revenir à l'intérêt de pourquoi on fait tout ça. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup de travail et ça, c'est un investissement. Alors, on me pose souvent la question aujourd'hui, il y a un nombre de véhicules batterie électrique qui est encore peu important, donc la pente est devant nous. Est-ce que vous aurez assez d'électricité pour tout le monde si on a la pente qui monte très fort? Bon, en prenant même des hypothèses que peut-être Madame Hydra vous direz considérer comme optimistes, on a fait, parce que notre métier c'est aussi de planifier, c'est d'anticiper, donc les scénarios de RTE 2050 et les travaux qu'ont conduit Enedis avec Vinci, Total Energy, donc dans le cadre et en lien avec l'UFE 2035, globalement, on a à 2035, c'est moins de 1% de la consommation électrique, même si on électrifie beaucoup les camions. Et à 2050, on est autour de 3% de la consommation électrique. Donc, je voudrais rassurer tout le monde, le système électrique saura produire l'électricité décarbonée dont on a besoin. Super. Et l'objectif, c'est aussi de produire l'électricité décarbonée pour les batteries, les gigafactories, parce qu'en effet, ce sont des processus très électro-intensifs, donc on a intérêt à produire plutôt en France que d'importer du CO2 avec des batteries. Donc voilà. Donc ça, c'est un point important. Mais à l'achat, effectivement, le camion électrique, comme la voiture électrique, coûte plus cher à l'achat. Après, en termes de maintenance et en termes de comparer le plein électrique avec le plein diesel, ça se discute. On a aujourd'hui... on peut retrouver un équilibre économique intéressant à moyen terme. Mais il faut faire ces calculs. En revanche, là où nous soutenons les constructeurs de camions, les constructeurs de véhicules, c'est qu'il faut maintenir, pour commencer cette pente, les soutiens à l'amorçage. Alors, on avait le bonus écologique en 2022-2023 pour encourager ou faire une part du chemin du coût du camion électrique. Donc, ceci a été transformé en appel d'offres, appel à projet écosystème des véhicules lourds électriques qui est géré par l'ADEME. Ça peut aller jusqu'à 60% du coût de l'achat du camion et de la borne de recharge. Voilà. Et donc,
on le sait tous, les finances publiques, la transition énergétique est menacée de coupes drastiques, pas seulement sur la partie mobilité, mais aussi sur la partie bâtiment. Donc là, collectivement, nous soutenons qu'il faut continuer à aider, et tous les pays européens le font. Et il y a aussi le programme Advenir qui est géré par l'AVER et qui permet aussi d'avoir des aides pour les bornes de recharge. Voilà, donc nous, Union française de l'électricité, avec les constructeurs de camions et de voitures électriques. Et France Logistique. Et France Logistique. Donc nous sommes collectifs et nous soutenons que si on veut vraiment aller au-delà de l'amorçage, il faut soutenir cette mobilité pour décarboner finalement. C'est ça, parce que le gain, c'est une externalité peut-être qu'on ne voit pas, c'est la pollution, c'est le réchauffement climatique et ça aura un coût. Donc on est bien obligé d'investir. Alors je sens que Madame Mélanie Torgeman a envie de réagir. L'Oréal, 42 usines dans le monde, un footprint mondial. Vous voulez poser toutes ces questions, effectivement. Et puis parlez-nous quand même de ces productions qui sont locales. En préparant, vous me parliez de la Roche-Posay, c'est intéressant. Tous les produits n'ont pas à parcourir 3 continents quand même avant d'arriver au bon endroit. Alors, je voudrais tout d'abord réagir sur l'aspect économique, investissement, et qui est bien évidemment nécessaire à tous les niveaux et pour tous les acteurs, hein, que ce soit les constructeurs de camions ou les infrastructures ou nos partenaires transporteurs. Alors, au niveau des chargeurs, je pense qu'on a également notre rôle à jouer. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de L'Oréal. Donc, aujourd'hui, quand on va faire un appel d'offres et qu'on va sélectionner des partenaires transport, en particulier sur le routier, on est prêt à faire des choix qui ne sont pas liés uniquement, tel qu'on peut l'avoir dans l'imaginaire ou tel qu'on pouvait le faire dans le passé, liés bien évidemment à des aspects de service, ça c'est quand même la priorité et de qualité de service, mais également à des aspects économiques. Non, maintenant, on va également mettre au même niveau les aspects environnementaux, et donc on peut faire des choix de solutions plus coûteuses, mais plus green, notamment comme pour l'électrique, mais pas que. Et effectivement, on a besoin du mix de toutes les énergies. Alors ça paraît peut-être assez banal de dire ça, mais c'est réel. On a vraiment besoin d'utiliser toutes les énergies disponibles aujourd'hui et d'ici 2030, puisque effectivement, il va peut-être pas y avoir l'explosion d'une énergie ou de l'hydrogène qui, pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas si on en aura en 2030, je l'espère, mais n'est pas tellement développée. Donc ça, c'était voilà, la première réaction sur le sujet. Et Fabienne, effectivement, vous parliez de nos flux. Alors L'Oréal, on est implanté au niveau mondial, donc bien évidemment, on a des flux internationaux, intercontinentaux, qu'on gère plutôt via du maritime, hein, comme je le disais juste en introduction, également des flux locaux ou régionaux. Alors, toutes nos productions, donc on produit dans le monde entier, nous essayons de produire au plus proche des lieux de consommation. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les marques. Nous avons certaines marques où on a besoin d'utiliser de l'eau thermale en provenance d'un lieu géographique. Là, bien évidemment, on a besoin c'est la Roche-Posay dont vous parlez, hein, c'est ça. Voilà, tout à fait. On a besoin d'effectuer notre conditionnement à un seul endroit. Mais en revanche, on a parmi nos près de 40 marques mondiales, nous avons énormément de marques qui sont produites dans différentes régions de la planète, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis, pour essayer de toujours réduire les kilomètres. Hein. Je dirais le chemin n'est jamais terminé. On a encore une longue route devant nous, hein, L'Oréal, comme beaucoup d'entreprises. Et donc, on est vraiment dans une amélioration continue, mais avec quand même une prise de conscience à tous les niveaux de l'entreprise qui est très forte depuis déjà pas mal d'années. Voilà. Merci. Monsieur Museau, après L'Oréal, je ne vais pas vous demander quelle crème du jour vous utilisez, parce que vous n'en avez pas besoin d'abord. Mais est-ce que vous voulez réagir peut-être sur les technologies, ou bien tout simplement, moi j'ai une question sur les instances. Hein, je crois qu'il y a des recommandations de l'OMI à l'horizon 2050. Parfois, de manière générale, on fustige une écologie un peu trop punitive. Est-ce que voilà, le mix entre contraintes, possibilités, comment ça joue de votre point de vue ? Alors, juste, je vais reprendre un premier point pour être aligné avec mes collègues. Que ce soit pour les camions ou pour le transport en général et le transport maritime,
il y a effectivement derrière la décarbonation un coût. Il est réel. Et aujourd'hui, il ne peut pas être porté uniquement par les transporteurs. Derrière, il y a les chargeurs, bien évidemment, qui participent. Et on a eu le cas, nous, avec Airbus, qui investit fortement là-dessus. Mais on a également besoin des soutiens publics. Aujourd'hui, ça fait le deuxième lien, il y a des réglementations européennes et mondiales. Mais au niveau européen, on met des taxes carbone. Aujourd'hui, il y a très peu de ces taxes carbone-là qui sont réallouées au financement du transport, on va dire, décarboné. Il y a un fonds, par exemple, la BPI, il y a un fonds sur le shipping décarboné. Il n'est pas financé par la taxe qu'on appelle ETS aujourd'hui. Ça serait nécessaire. Si on veut pousser les armateurs, mais également l'ensemble des transporteurs à investir dans des équipements, eh ben, il faut des aides. Et il faut des aides pour aller encourager les personnes qui vont décarboner versus ceux qui payent leur quota carbone. Donc là, ça c'est important de retransvaser un peu ces financements. Le deuxième point, il est oui, on a une obligation au niveau maritime à atteindre le zéro carbone en 2050. Faisable? Oui, c'est faisable. Ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût pour, comme j'ai dit, les transporteurs, les chargeurs. Mais vous l'avez dit, Madame Idrac, c'est un coût pour l'utilisateur final. Il ne faut pas se le cacher. L'augmentation des coûts sera forcément, à un moment donné, redistribuée à l'utilisateur final que nous sommes tous. Mais il y a un point là où je vous rejoins, c'est que cette dépense-là, elle a quand même un objectif, c'est de réduire l'impact environnemental, c'est d'améliorer le futur. Donc oui, ça a un coût pour tout le monde, mais c'est pour tout le monde aussi dans le futur. Voilà. Vous voulez réagir, Madame Idrac ? Oui, effectivement, sur le fait qu'on est sur des enjeux macroéconomiques et la macroéconomie, elle finit par devenir micro. C'est-à-dire, voilà, bon. Mais la deuxième chose, c'est que ce qui me frappe dans cette conversation, comme souvent, c'est qu'on voit bien qu'il y a des sujets technologiques, bon, hydrogène, pas hydrogène, etc. Bon, électricité, laquelle, bon. Et puis beaucoup de leviers de stratégie nationale bas carbone qui sont des leviers d'organisation. Bon. Qui va réduire la vitesse. Bon, ce n'est pas un problème technologique de réduire la vitesse, c'est un problème opérationnel et économique. Bon. Qui va chercher à changer de mode de transport. C'est pas technologique, c'est d'autres organisations, etc., etc. Qui va chercher à optimiser le réseau. Bon. Et donc je trouve qu'il faut vraiment, et c'est l'un des objets de la logistique, je trouve, travailler beaucoup sur ces sujets d'organisation. Alors évidemment, ça peut paraître moins sexy et moins spectaculaire que de dire j'ai inventé un nouvel engin de propulsion, on va aller plus vite, plus haut, plus fort, hein, comme on dit dans les JO. Bon. Mais la logistique, c'est énormément des sujets d'optimisation des ressources. On va utiliser moins d'énergie, moins de distance, moins de vitesse, moins de kilomètres, moins de mètres cubes, etc. Bon. C'est ça la logistique, c'est cette intelligence-là. Bon. Et je trouve que ça vaut le coup de mettre cela en valeur et pas simplement de foncer dans les technologies, même s'il se trouve qu'à titre personnel, je suis plutôt fanat techno. Bon. Mais c'est moins facile à vendre, entre guillemets, et je trouve que ça vaut le coup que nous approfondissions collectivement cette approche des choses. Madame Torchman, oui. Oui. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de transport routier, mais on a très peu parlé du ferroviaire, qui est quand même une alternative intéressante à la route, justement en parlant de changement de mode de transport, donc ce fameux multimodal, mais qui est une vraie réalité. En France, en tout cas, on a la chance d'avoir des lignes quand même importantes. C'est peut-être pas le cas dans tous les pays. Et puis quelque chose qu'on oublie peut-être parfois, qui est le transport fluvial, notamment le cabotage. On le fait en Amérique latine, où on peut passer d'un pays à l'autre via du cabotage, donc le long de la côte, et éviter du transport routier pour faire les longues distances. Voilà. Madame la Présidente, vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Europe. Hein, vous l'avez dit en préambule rapidement. Vous travaillez à cette nouvelle réglementation Fit for 55. Ça en est où? Des règlements en cours de discussion là?
Alors oui, au niveau européen, beaucoup de nos réglementations dans le système électrique, mais aussi pour le transport, hein, les directives sur les camions et sur les véhicules, ce sont des réglementations européennes. Sur les bornes de recharge, sur le grand, pour le transport international européen, c'est aussi le règlement AFIR, donc c'est des réglementations auxquelles nous prenons partie, nous sommes partie prenante. Mais bon, le Fit for 55, il est en vigueur. Enfin, si on veut dire, c'est un paquet législatif qui a été adopté, qui a passé toutes les étapes de la Commission, du Conseil, du Parlement européen. Donc, on a des objectifs. Moins 55% d'émissions en 2000. Nous, on est toujours là, on continue, on a du jus, nous. En 2030, voilà, et neutralité carbone 2050. Alors, est-ce qu'on va y arriver? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que les objectifs, est-ce qu'on va y arriver? Moi, je dirais que bon, les objectifs, c'est un peu comme des étendards, c'est un peu comme des drapeaux. On sait vers quoi on doit aller. Après, ce qui compte le plus, c'est le chemin. Voilà, et le chemin, c'est amorcer un chemin vertueux. Alors, en effet, il faut soutenir et pas couper dans les aides pour des raisons... Alors, je comprends tout à fait bien les problématiques budgétaires, en effet, mais il y a les bonnes dépenses et il y a les dépenses qui préparent l'avenir. Bon, celles qui préparent l'avenir, je pense que la décarbonation en fait partie, il ne faut pas les couper, c'est notre avis, hein, mais je crois qu'on est assez alignés là-dessus. Voilà. Après, c'est le chemin, finalement. Dans ce chemin vertueux, on parlait tout à l'heure d'optimisation. Mais en tant qu'acteur économique dans vous pouvez optimiser votre entreprise aussi avec des productions décentralisées. Vous pouvez faire de l'autoconsommation, donc vous allez faire des économies sur vos factures d'énergie, d'électricité. Nous, si on a de la visibilité où vont s'installer les entrepôts, on peut anticiper les infrastructures de réseau et la puissance nécessaire pour les véhicules. On a un travail collectif à faire d'optimisation et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des stop and go, parce que les stop and go, c'est un problème de visibilité que vous, transporteurs, chargeurs, logisticiens, vous avez, donc vous n'allez pas investir, vous n'allez pas décider si vous n'avez pas la visibilité, mais nous, énergéticiens, c'est pareil. Et donc finalement, à la fin, au-delà des objectifs, c'est le chemin qui compte et c'est la visibilité et c'est ce qu'on demande en fait à nos politiques, c'est pas de stop and go. On a une direction et on avance. Et si on avance ensemble, on pourra optimiser les coûts parce qu'effectivement, c'est un coût d'investissement de décarboner. Bon, mais on pourrait dire que décarboner, c'est moderniser aussi nos flottes, c'est moderniser nos activités économiques. Monsieur Museau, vous voulez réagir à ça? Non, je rebondis effectivement là-dessus. C'est un choix technique, vous l'avez dit, des technologies, il y en a beaucoup. Et on peut se féliciter d'en avoir beaucoup en France, développées par pas mal de sociétés françaises. Mais il faut les aider. Il faut les aider pour trouver des points pour les installer, pour les financer et derrière pour les mettre en valeur et les développer à plus grande échelle. Donc c'est des petits pas à certains moments, mais la route est longue. On en prend, je pense, le bon chemin. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui en prennent le chemin et on en voit ici aussi beaucoup. Donc je pense qu'il faut continuer là-dessus. Oui. Mais je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est bien de raconter un petit exemple pour voir ce qui peut être amélioré. Vous me parliez des cadeaux de fin d'année avec des résultats probants, parce que c'est bien normal, il y a un discours stratégique, analytique pour comprendre les enjeux, mais parfois une opération réussie, ça peut donner des idées, c'est un peu pratico-pratique aussi pour ceux qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Alors, je reviens un instant sur le sujet de l'aérien, mais parce que j'ai dit qu'on avait réduit, mais je n'ai pas expliqué comment. Et nous avons des moments importants dans l'année d'un point de vue commercial, d'un point de vue business, comme par exemple les fêtes de fin d'année. Donc bien évidemment, les cadeaux de fêtes de fin d'année arrivent après. Bien évidemment, ce n'est pas possible. Donc on a travaillé main dans la main avec nos partenaires business internes pour revoir toute la planification de nos coffrets de fin d'année et anticiper cette planification de 2 mois, les productions, etc., pour justement inscrire de manière vraiment pérenne et sécure du transport maritime pour aller de l'Europe vers l'Asie notamment, et éviter l'usage de l'aérien. Et sur la campagne de fin d'année dernière, on a réduit de 90% l'usage de l'aérien, donc autant dire quasiment rien, vraiment de manière très très exceptionnelle. Et c'est ce qui a permis d'atteindre les résultats globaux de l'année dernière.
Et franchement, quand on en parlait en interne il y a 2-3 ans, ça paraissait impossible. Ça paraissait un Everest, on avait toujours fait comme ça. Eh bien non, avec des personnes vraiment engagées à toutes les étapes, je dirais, de notre supply chain, mais pas que. Ce n'est pas uniquement une affaire de... Alors, la décarbonation du transport, ce n'est pas une affaire de transport du tout. C'est un sujet de supply chain, c'est un sujet d'opération, c'est un sujet de où on produit, c'est un sujet business. Donc, je dirais, sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, on doit être engagé, et c'est ce qui a été fait l'année dernière, voilà, par l'ensemble des équipes. Vous aussi, monsieur le directeur du développement, vous êtes écouté sur ces sujets-là par toutes les fonctions de votre entreprise. Il y a une prise de conscience? Il y en a une réelle, parce que vous l'avez dit, c'est pas la technologie à la fin qui est réellement important, c'est toute la réflexion autour de ça. Comment on arrive dans cette chaîne logistique? Nous, on est transporteurs, on est une partie de la chaîne logistique globale mondiale, mais on a beaucoup on va dire, d'idées, on a beaucoup de façons de travailler, d'améliorer ces façons, d'aller rechercher la productivité, de réduire les temps de logistique, les quantités de transport. Et ça, c'est de l'intelligence. L'intelligence, ça va amener vers la décarbonation également, parce qu'il faut qu'on travaille à améliorer ces systèmes de fonctionnement. Merci beaucoup. Vous vouliez dire quelque chose? Non. Oui, cette question des chaînes de valeur, elle est vraiment très importante. Et raisonner en cycle de vie aussi des équipements, c'est très important aussi. Et d'intégrer dans l'appréciation qu'on porte environnementale, économique des choses, comment ces équipements ont été produits avec de l'électricité carbonée, charbon ou pas, ou décarbonée. Comment finalement le transport s'est réalisé, carboné, décarboné. Et à la fin, dans la chaîne de valeur, on voit qu'on doit aussi reconstituer en Europe une sorte de souveraineté. Bon, voilà, on est ouvert au monde, mais en même temps, on a sur comme les batteries, je reviens sur les gigafactories pour les batteries, on a tout intérêt en Europe à avoir des sites qui produisent des batteries avec de l'électricité décarbonée. L'hydrogène, vous parliez de l'hydrogène, mais l'hydrogène se fait à partir de l'électricité et de l'eau. Donc l'électricité, c'est de l'énergie renouvelable. C'est mieux que de produire de l'hydrogène avec du gaz, comme c'est aussi beaucoup le cas actuellement. Voilà, donc il faut aussi regarder toujours derrière la technologie la chaîne de valeur pour analyser finalement la source. C'est ultra important, je me permets d'y revenir parce qu'on n'arrête pas de gloser sur cette concurrence réelle des voitures électriques chinoises. Mais encore une fois, quand on regarde la fabrication, le cycle de vie, est-ce que vous pouvez juste détailler, hein, vous êtes en train de dire que non, on a bien raison de fabriquer à l'avenir en Europe parce que le bilan n'est pas du tout le même. Hein. Oui, on a bien raison de soutenir l'achat de véhicules électriques produits en Europe par rapport à des véhicules chinois qui vont arriver avec un bilan carbone pas bon du tout, aussi bien pour les batteries que pour la fabrication. Je peux rajouter deux choses sur ce point-là et puis sur un plan plus général. Sur ce plan-là, moi je vais prendre l'exemple des camions, mais c'est pareil pour les voitures. Il se trouve que la capacité de production européenne, elle n'est pas très puissante encore, etc. Pas très puissante encore. Bon. Et donc la question, mais elle est politique, qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller plus vite chinois, donc et faire un espèce de Buy Chinese Act, ou moins vite européen. Bon. Ouais, la question, elle a été résolue dans le sens du Buy Chinese Act pour les panneaux solaires. Hein, donc voilà, donc c'est dommage. Mais ça a été comme ça depuis très longtemps. Il se trouve que j'avais eu à en connaître il y a largement plus de 10 ans. Bon. Et donc, peut-être qu'il faut aller un peu moins vite. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je trouve que votre table ronde, elle aboutit à un truc absolument génial. Madame dit, la décarbonation des transports n'est pas un problème de transport. Ouais, c'est vrai. Génial. Monsieur, qui est un transporteur, dit... c'est un problème d'intelligence. Non, mais vous vous rendez compte de la table ronde et de ce qu'apporte finalement l'idée de logistique. Mais je fais toujours ça, Madame Idrac, vous saviez pas. Donc la logistique, oui, ben, moi aussi. Donc voilà. Bon. Donc on est deux. Donc on est bien sur le fait que la logistique, c'est de l'intelligence et qu'on est bien en train de parler d'implication, en particulier des chargeurs, mais finalement
pratiquement de tous les acteurs, de ceux qui participent à l'acte de produire. Bon. Donc, voilà, donc tout ce qui est les services, c'est un peu différent. Bon. Mais en tout cas, tout ce qui est les biens, la production de biens, on est sur de l'intelligence collective, comme on dit. Bon, c'est quand même marrant d'arriver à ça. C'est pas fini encore. Regardez, Madame Idrac, j'ai encore une question pour vous. On peut aller encore plus loin parce qu'il y a une autre approche internationale aussi, si vous le permettez. Est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre les transports urbains? Il a l'air très en avance quand on voit des camionnettes électriques, il se passe plein de choses dans nos villes. Le longue distance, l'international, le grand international. Qu'est-ce qu'on en fait, Madame Idrac, vous qui connaissez toutes les échelles? Parlons de géostratégie un petit peu. Quelle est la place de l'Europe? Oui. Alors, en fait, quand on parle de chaîne, et on a tous employé le mot, c'est bien comme ça qu'il faut faire, parce que ceux qui arrivent dans votre supérette, ou dans les chaînes de magasins où vous vendez les produits L'Oréal, il y a une bonne partie qui vient de loin. La preuve, c'est que les cadeaux de Noël, vous nous avez dit, les coffrets de Noël, vous nous avez dit qu'ils venaient quand même de tellement loin qu'avant c'était en avion et maintenant c'est en bateau. Enfin, tout ça, ça veut dire que ça vient quand même de loin. Bon. Donc, le fameux dernier kilomètre, il est le dernier, mais justement parce qu'il y en a souvent beaucoup avant. Et puis d'ailleurs, il est aussi quelquefois le premier. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les villes, on produit aussi. Et en plus, on a envie, enfin en tout cas on dit qu'on a envie de produire davantage. Bon. Et donc bien d'avoir des chaînes entrant, sortant, etc., etc. Alors c'est vrai que dans la logistique urbaine, c'est peut-être, comment dire, un peu la partie émergée de l'iceberg, comme je le disais, mais dans une certaine mesure, on maîtrise mieux la taille des interactions. Parce qu'on peut mettre à bord, et c'est ce que j'avais proposé, préconisé, et qui est maintenant repris par le programme qu'on appelle Interlude, on peut mettre à bord les commerçants, les pharmaciens, les plombiers, les réparateurs automobiles, les chambres de commerce, Talitala, avec le service de la voirie, qui doit pour une première fois de sa vie travailler avec le service de l'urbanisme de la mairie, Boubou Baba, et avec donc des capacité locale de faire travailler ensemble des gens. Bon. Après, vous dites les camionnettes. C'est vrai que les camionnettes sont plus faciles à électrifier et qu'il y a une production un peu plus importante de moins de 3,5 tonnes électriques que d'autres catégories. D'ailleurs, tout à l'heure, à 4h30, le ministre Béchu va rappeler que la loi sur les zones à faible émission ne s'applique pas aux plus de 3,5 tonnes, même si un certain nombre d'élus précédemment mal informés avaient voulu aller plus vite que la musique. Et moi, je vais vous dire, sur la logistique urbaine, finalement, comme sur le reste, il me semble que les questions d'organisation, comme on le disait avant, et les questions territoriales sont majeures. C'est-à-dire que la question, c'est où est-ce qu'on met les lieux de stockage. Alors, la logistique urbaine, si vous faites venir vos paquets d'Espagne, vous aurez beau avoir des véhicules électriques qui d'ailleurs encombrent le sol, mais enfin bon, peu importe, si j'ose dire, bon, ça sera quand même pas génial. Bon. Si vous avez de la distribution à domicile, dont à peu près un cas sur deux se traduit par enfin, le fait que ça marche pas, quoi. Bon, c'est quand même pas, c'est moins bien que si vous avez des systèmes de consignes, de points relais, de je sais pas quoi. Bon. Donc les aspects immobiliers sont extrêmement importants dans l'organisation de tout ça, de même que le travail dans lequel, comme vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est vraiment extraordinaire. Les problèmes de transport, c'est pas des problèmes de transport, c'est des problèmes d'organisation. Pas que, voilà. C'est des problèmes d'organisation et de coopération publique-privée. Et d'ailleurs, dans ce programme Interlude, c'est marrant, c'est pas forcément les directions des transports des mairies, mais de l'urbanisme et du commerce. Et à titre d'exemple, une initiative de simplification importante que nous pourrions prendre dans le cadre des futures lois simplification, c'est tout ce qui concerne les systèmes de livraison. Voilà, et les aires de livraison où on peut occuper l'espace intelligemment, de manière organisée,
connectés et utilisant le mieux l'intelligence artificielle. Merci Madame la Présidente. Mélanie Torgman, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je sais que c'est aujourd'hui que sort le rapport extra-financier sur lequel vous avez travaillé depuis des semaines chez L'Oréal. Donc c'est tout frais, vos réflexions, et donc on est à votre écoute. Alors, c'est tout frais, mais je ne sais pas. Là, juste avant de monter sur la scène, il n'était pas sorti encore. Donc, je ne sais pas à quelle heure il sort, mais là, je ne vais pas pouvoir communiquer quoi que ce soit. J'ai juste communiqué en avant-première, mais il n'y a pas de gros risque. Les résultats sur la partie aérienne, non. Voilà, je dirais toutes les équipes ont été fortement engagées et vous verrez ce soir les résultats 2023. Non, je voulais plutôt rebondir sur le sujet de l'écosystème et des partenaires. Alors, on a cité les chargeurs, les transporteurs, les énergéticiens, le rôle aussi, bien sûr, du gouvernement, de l'Europe, etc., et puis d'autres régions du monde. Mais je pense, et aujourd'hui au SITL, il y a beaucoup de partenaires, bien évidemment, sur ce sujet-là, tous les partenaires en termes de digitalisation, puisque Mathieu, vous parliez de visibilité. Bien évidemment, si on veut éviter de l'aérien ou éviter des transports inutiles ou des retours, il faut que le service soit performant. Il faut que les lead time, donc les délais de livraison, soient aussi à la hauteur des attentes de nos clients. Et donc, on a besoin d'investir également dans des outils de visibilité, de fiabilité. On a besoin que nos partenaires transport, là pour le coup, c'est vraiment un sujet transport, soient fiables. Voilà, donc toute la partie digitalisation, accès à la donnée, je n'ai pas répondu à votre question, mais je pense qu'on n'a plus le temps de début sur la mesure de la performance. Tout ça, c'est également un enabler ou en tout cas un levier indispensable également pour adresser la décarbonation. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier nos participants. Moi, je me suis régalée, des intervenants experts qui ont partagé avec vous leurs analyses. Le sujet n'est pas fini, mais on a quand même des bons éléments du puzzle. Merci à vous, Madame Idrac. Merci, Madame la Présidente. Merci et merci au public. Merci à tous.